de notre après-midi, censure ou intérêt général. Alors, en bonne logique, je propose que Frédéric nous parle de ces associations dont on a parlé pendant toute la première partie de l'après-midi et des questions que pose éventuellement leur intervention devant les tribunaux au regard de la censure en général, de l'ordre public en particulier. Et ensuite, Éric Andrieux nous emmènera dans le domaine particulier de la publicité, dans lequel également se posent de nombreuses questions en matière de censure et notamment la pipe de M. Hulot, qui m'en a fait beaucoup de peine, mais j'imagine que tu parleras d'autres affaires. Voilà. Alors, Frédéric Gras, avocat au barreau de Paris, nous expose les associations. Oui, alors censure et ordre public, les associations de procureurs, je dirais que le titre est un peu comme les pièces de Rodrigo Garcia. Hein. C'est un caractère publicitairement accrocheur, mais c'est juridiquement faux, à vrai dire, puisque si on parle de censure, on parle a priori de saisie administrative, de contrôle a priori. Or, il n'y a pas de contrôle a priori de la part des associations qui interviennent juridictionnellement a posteriori, soit devant le juge administratif parce qu'ils ne sont pas contents d'un arrêté, enfin plutôt d'un arrêté ministériel avec un visa qu'elles ne jugent pas assez sévère, ou bien qu'elles poursuivent une pièce ou un livre qu'elles considèrent comme susceptible de constituer une infraction de presse. Alors, ce que l'on peut constater dans un premier temps, c'est que la loi de 1881 a fait l'objet d'un certain nombre de réformes, et de réformes qui ne vont pas dans le sens de ce que voulait le législateur en 1881 lorsqu'il a abrogé un certain nombre de décisions, et notamment, je rappelle que lorsqu'on a publié cette loi de 1881, on a abrogé une loi de 1822 qui a été reprise en 1835 puis en 1848, puisque les régimes se succèdent, les régimes politiques se succèdent, mais la censure et la répression suit. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez toujours assez étonnant, puisqu'on s'aperçoit que la première satisfaction finalement de victimes passées, c'est d'exercer le rôle de bourreau. Ça m'a toujours surpris, mais on le constate quotidiennement et c'est toujours d'actualité. Alors là, en 1881, on supprime ces vieilles lois de 1822. Cette loi de 1822 qui venait réprimer ceux qui excitaient au mépris ou à la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de citoyens. Donc là, la loi de 1881 abroge ce délit et on s'aperçoit d'une chose, c'est que, alors même qu'il y avait une volonté véritablement libérale dans cette loi de la Troisième République, on vient peu à peu la grignoter. Exemple récent, en ce qui concerne les saisies, vous savez que les saisies, jusqu'à présent, on avait un article 51 qui prévoyait que le juge d'instruction avait le droit de faire une saisie de 4 exemplaires, et on se limitait à ça. Aujourd'hui, grâce au législateur de 2012, eh bien, on applique les règles de saisie de droit commun à un certain nombre d'infractions de provocation, et donc ça veut dire que le droit commun s'intègre, s'infiltre dans cette loi de 1881 qui était pourtant pensée comme étant un sanctuaire de la liberté de la presse. Alors, je voudrais rapidement, puisque le temps nous est compté, puisqu'on doit accueillir notre Claude Juncker, directeur national de l'Européen, oui, le bâtonnier, c'est notre maison, après tout. Donc, je voudrais, dans un premier temps, relever le paradoxe qui peut exister à confier finalement la garantie de l'intérêt général à des personnes privées, puisque lorsqu'on parle d'association procureur, c'est un peu cela qui se passe, et je pense que cela s'explique très certainement par un dépérissement de l'État. On a bien vu, en fait, l'État a de plus en plus de mal à assumer son rôle de censeur, et donc il est beaucoup plus facile, et
beaucoup plus souple du point de vue politique, de le déléguer à autrui. Ça permet de faire le sale travail par d'autres personnes que nos élus. Et je voudrais également, dans un second temps, voir en quoi la victimisation qui est mise en place par ces associations procureurs peut être un outil utile de répression, avec un constat qui est que l'on assiste à une privatisation finalement de l'action publique et à une atonie, mis à part à la 17e chambre, du rôle du parquet. Et je me poserai en dernier lieu la question de savoir si par rapport à cette privatisation de l'action publique, il n'y a pas lieu de publiciser la défense et d'accueillir quelque chose qui fait débat dans cette loi superbe qu'on nous annonce avec un titre extrêmement pompeux qui est la loi pour une justice du XXIe siècle et qui nous prévoit l'action de groupe. Alors je me dirais pourquoi est-ce que l'action de groupe ne serait pas admise dans la loi de 1880 ou dans le code de procédure pénale. Alors voyons dans un premier temps ce qu'il en est de l'intérêt général confié à des personnes privées. Sur ce point, là encore, une évolution historique significative. À l'origine, lorsqu'on reprend la loi de 1880 dans son texte initial, on a un article 47, c'est le ministère public qui engage les poursuites, sous réserve de certaines exceptions prévues par l'article 48, qui prévoit que dans certains cas, il y a une exception à ce principe de monopole des poursuites par le parquet. Et il est à noter également que lorsqu'on a la première infraction de lutte contre le racisme, le décret du 21 avril 1939, qui avait pour objet de lutter contre l'antisémitisme, eh bien, lorsqu'on crée ce délit de diffamation, on réserve l'action également au seul ministère public. Il n'y a pas d'intérêt collectif qui puisse agir en la matière. Et cela correspond assez à l'ère du temps, puisque la jurisprudence s'est toujours ingéniée, malgré la loi de 1901 qui était intervenue postérieurement à la loi de 1881, à limiter l'intérêt collectif au nom du bon principe « nul ne plaide par procureur ». Donc on contient les actions collectives en disant bien il vaut démontrer votre qualité à agir. Si vous n'avez pas de mandat de la part des personnels que vous représentez, vous ne pouvez pas agir, et en conséquence de quoi, comme vous n'avez pas à interagir, on n'examine pas ce que vous nous demandez. Ce qui est la meilleure façon de résoudre tout litige. C'était la tendance générale de la jurisprudence. Sur ce point, petit distinguo d'ailleurs avec la jurisprudence administrative, parce que si c'est une tendance qui est bien inscrite en droit judiciaire privé, dans le droit processuel administratif, il en est différemment, puisque vous avez une récente décision qui est une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2015, concernant une action qui a été engagée par l'association Promouvoir et par un confrère donc, des Estricoires, et d'ailleurs aussi, Maître Bonnet, qui est donc le président de cette association Promouvoir. La particularité de cette action, c'est que le juge administratif a reconnu un intérêt à agir à la mère d'une enfant mineure au soutien d'un recours formé par l'association Promouvoir à l'encontre d'un arrêté de classement de classification cinématographique. Donc on reconnaît là, le juge administratif reconnaît l'intérêt à agir d'une mère d'enfant mineur. On voit bien que là le juge administratif est beaucoup plus large dans son acception de l'intérêt à agir que la tradition judiciaire en France. Et c'est contre cette tradition judiciaire qui visait finalement à contenir l'action collective que le législateur va venir fixer un certain nombre d'articles à la fois dans la loi de 1881 mais également dans le Code de procédure pénale à partir de 1972 et puis après ça s'est je dirais, développé plus amplement à partir des années 90. Dans la loi de 1881, six catégories en fait, d'intérêt à agir sont reconnues à l'article 48 et suivant, avec un principe de spécialité, en fait, chacun donc pouvant poursuivre un type d'infraction.
en matière de procédure pénale, et dans le code de procédure pénale, là, le catalogue est beaucoup plus important, c'est, je dirais, presque le catalogue de Don Giovanni, mais sans le glamour, hein, puisqu'on a 23 recevabilités à agir, et avec, je dirais, si on essaie de les examiner une par une règle assez générale qui est qu'il faut avoir 5 ans d'ancienneté. Voilà, la règle c'est ça. Il y a des exceptions, il y en a qui ont droit à 3 ans, il y en a qui ont droit à 2 ans. Les syndicats de salariés, les syndicats patronaux ont droit à 2 ans pour certaines actions, mais globalement c'est 5 ans. Pourquoi 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 7? Et dans un autre registre, pourquoi pas 12? Si on prend le whisky, 12 ou 24, on n'en sait rien, c'est 5 ans. Alors, l'explication qui est le plus souvent donnée, c'est qu'il faut éviter les associations NIMBY. Et les associations Not in My Backyard, c'est d'ailleurs pas dans mon arrière-cour, donc comme on veut garantir l'intérêt général, il ne faut pas que ce soit un intérêt local, et donc il faut que ce soit une association créée depuis un certain temps. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce critère de recevabilité, qui est reconnu par le législateur, est suffisant. Et là-dessus, il y a très peu de travaux, très peu de réflexions. La première question qu'on peut se poser, c'est de savoir, finalement, ce critère d'ancienneté est-il suffisant? Et cette recevabilité doit-elle être acceptée uniquement parce qu'on a été adoubé par le législateur, dans une logique qui finalement est assez proche de la logique qu'on a pu connaître dans le Code général des impôts, vous savez, où chaque député essayait de favoriser ses électeurs. Là, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir finalement si on ne pourrait pas appliquer en procédure pénale les mêmes règles qu'en droit social. Est-ce qu'on peut ne pas se poser la question de la représentativité? Est-ce que finalement, comme en matière de droit de la consommation, il ne faudrait pas qu'il y ait un nombre minimum de personnes composant l'association, puisque cela avait été exigé en droit de la consommation avec une obligation d'avoir au moins 10 000 adhérents pour être une association nationale agréée, pourquoi ne pas avoir cette règle en matière de droit de la presse? C'est une réflexion. On pourrait également se poser la question de savoir si on ne pourrait pas lier la régularité de l'assignation à ce qu'il y ait un vote qui soit fait au sein de l'association qui décide de poursuivre et que ce vote soit fait sur la base des quorums exigés pour une assemblée générale extraordinaire. Ce serait une piste. Et on pourrait prévoir également que tout ceci se fasse sous l'empire de l'article 53, ce qui serait un délice pour Vasile Adler, Christophe Bigot et d'autres. Donc, on voit qu'il y a de la part du législateur, je dirais, une sorte de déficit démocratique à ne s'intéresser qu'à l'ancienneté de l'association. De la même façon que lorsqu'on examine la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a des débats qui peuvent paraître très byzantins quant à la recevabilité à agir. Si vous examinez certaines décisions, et notamment il y a une affaire concernant les poursuites qui avaient été engagées par Racinier au sujet de son livre qui s'appelait Le mensonge d'Ulysse, et qui portait sur des questions propres à la résistance, la Cour d'appel de Lyon s'était interrogée sur les otages non résistants et les otages résistants pour éviter des questions de cassation sur la recevabilité à agir. Ce qui d'ailleurs n'a pas empêché la cassation. Donc on voit bien qu'il y a quelquefois un débat qui est byzantin et qui n'est pas à la hauteur, je dirais, du débat qui est porté devant les juridictions. En plus, on peut penser que s'interroger sur la représentativité des associations et exiger un certain formalisme de leur part serait une façon de proportionner également les éventuels dommages et intérêts qui viennent dans le cadre d'une action civile et que certains qualifient quelquefois de peine privée. Voyons justement sur ce point la question de la victimisation comme outil de répression. Et là, il y a un intérêt à examiner le discours que produisent les associations autour des procédures judiciaires qu'elles engagent. Exemple récent, le procès Golgotha Picnic. Golgotha Picnic, donc procès qui est engagé par la Griffe, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, cumulatif. Et
départ, parler de pièces blasphématoires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est passé de blasphématoire à christianophobe. Alors c'est intéressant ce changement sémantique parce que ça illustre bien la volonté de faire passer une action judiciaire offensive, le blasphème contre la liberté d'expression, à une logique de protection d'une communauté. Même, et là, même pratique pour l'islam, avec le collectif contre l'islamophobie en France, qui donc nous dit, mais là il est vrai que ce collectif ne fait pas œuvre novatrice, puisque c'est un propos qu'on a d'ores et déjà entendu de la part de la LICRA, l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. On voit bien que cette logique, qui est une logique de présentation crucifixionnelle des associations, permet en fait l'engagement de poursuite, permet d'externaliser de fait l'action publique et permet de potentialiser l'action répressive par l'entremise d'une victimisation. Et une telle logique distingue justement précisément l'ancien code d'instruction criminelle de l'actuel code de procédure pénale. L'ancien code d'instruction criminelle distinguait entre action publique et action civile. L'action civile était uniquement une action en réparation civile. L'actuel code de procédure pénale permet à la partie civile d'enclencher elle-même l'action publique. Et c'est en cela que l'on va avoir une certaine atonie du parquet, mise à part à la 17e, où là, le parquet va prendre la parole, mais bien souvent, lorsqu'on est dans d'autres chambres, il suffit de descendre d'un étage, ou encore de passer le périphérique, et encore plus si on passe la Grande Couronne. Alors là, on voit bien que le parquet nous dit que c'est une affaire entre parties, débrouillez-vous. Je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Et donc, on assiste par là même à une privatisation de l'action publique qui peut poser question. Alors, la question, c'est de savoir comment on résout cela. Comment est-ce qu'on résout cette atonie manifeste du ministère public? On pourrait penser dans un premier temps, et c'est ce que fait le parquet à la 17e, que finalement, le ministère public, dans ce genre d'affaires, assume le rôle de rapporteur public qu'on peut avoir dans la juridiction administrative. Ça permettrait, me semble-t-il, de retrouver une certaine distance dans l'application de la loi et une neutralité dans l'application de cette loi, neutralité qui est essentielle à l'intérêt général dans le cadre de poursuites qui sont nécessairement engagées par des associations militantes et donc des associations qui auront une vision ultra-orthodoxe de l'application de la loi et de son interprétation. Le ministère public, à partir de là, dans ce rôle de rapporteur public qu'il peut avoir, incarne une première défense de l'intérêt général et de cet arbitrage dont on a vu qu'il constituait précisément l'intérêt général, puisqu'il y a des intérêts divergents, de même niveau constitutionnel et de même conventionnalité. Il faut bien qu'il y ait conciliation de principes et d'intérêts opposés, et par là même, le ministère public peut jouer ce rôle de défenseur de l'intérêt général. Et je dirais que dans l'architecture de la salle d'audience, finalement, ce n'est pas étonnant, puisqu'il est avant même le juge, il permettrait de faire une première digue, puisqu'aujourd'hui, on a quand même l'impression, lorsqu'on est dans un procès de liberté de la presse, que la dernière digue, la seule digue qui reste véritablement, c'est le juge. Et qu'au-delà du juge, il n'y a plus rien. Alors, à partir de ce constat, ne peut-on pas penser une publicisation de la défense? Puisqu'il y a une privatisation de l'action publique, pourquoi n'aurait-on pas une publicisation de la défense de la liberté d'expression? Parce qu'on a vu que la liberté d'expression était fondée sur le droit à l'information, mais ce droit à l'information, ce n'est pas un droit subjectif, ce n'est pas un droit de créance, ce n'est pas un droit qu'on a du mal à engager, et on l'a bien vu dans le procès qui avait été engagé en Belgique. On a dit à l'auteur, mais vous n'avez pas d'intérêt à agir, parce que la liberté d'expression, ce n'est pas un droit subjectif qui peut être garanti et qui peut vous être reconnu comme vous donnant un intérêt à agir devant une juridiction pour obtenir ce droit de créance. Une solution pourrait être d'introduire dans le procès de presse l'action de groupe, puisque finalement le législateur s'est lâché
et a considéré qu'il fallait autoriser de façon de plus en plus large l'action publique par des associations parties civiles. Pourquoi ne pas réfléchir à une action de groupe? Une action de groupe qui permettrait de réfléchir précisément avec les critères que l'on retrouve en droit américain sur la recevabilité au regard justement des 4 critères qui sont fixés par le droit et notamment donc le fait qu'on ait une représentation adéquate et que l'on ait des moyens de défense typiques qui incarnent une communauté. On pourrait avoir cette action de groupe qui finalement nous débarrasserait de ces débats sur la qualité à agir et l'intérêt à agir, débats qui ne sont pas toujours très satisfaisants. Vous vous rappelez que lorsqu'on avait eu, il y a eu actuellement un futur candidat à la présidence de la République qui auparavant était avocat, Arnaud Montebourg, pour ne pas le nommer, qui avait engagé des actions au nom d'une association qui s'appelait TV Carton Jaune. Puis, dans la même veine, on avait également une autre association qui s'appelait Droit contre raison d'État. Ces 2 associations, lorsqu'elles ont essayé d'agir judiciairement sur un terrain qui était la reconnaissance de l'intérêt général, on leur a opposé le fait qu'on ne peut pas plaider par procureur. Et dans la motivation qui a été retenue dans l'affaire Droit contre raison d'État, on nous dit la chose suivante, je cite la Cour d'appel de Paris: l'association ne peut réclamer la réparation d'un préjudice éprouvé par la collectivité tout entière, préjudice dont la défense incombe exclusivement à l'État. Si une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, il ne lui est pas possible, en l'absence d'une disposition légale l'habilitant expressément, d'agir en justice pour la défense d'intérêts généraux. Donc, on voit bien qu'il y a la reconnaissance d'un intérêt collectif, mais un intérêt collectif qui ne pourrait pas aller jusqu'à l'intérêt général, sauf à être adoubé par le législateur. La question est de savoir quand est-on adoubé par le législateur, et quand on regarde les 23 cas d'adoubement, on ne voit pas très bien pourquoi on n'essaierait pas d'étendre cet adoubement à des associations collectives, dès lors qu'elles représentent quelque chose dans la société. Et je dirais que l'action de groupe serait intéressante, et là le législateur français pourrait faire œuvre novatrice, parce qu'on pourrait aussi l'appliquer en défense. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'action de groupe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, l'action de groupe n'est reconnue qu'en demande. Pourquoi ne pas réfléchir à une action de groupe en défense? Une action de groupe en défense qui permettrait de structurer judiciairement des groupes inorganisés face à des structures associatives qui, elles, revendiquent la limite à la liberté d'expression. Ça poserait la question de la recevabilité, mais cette question de la recevabilité pourrait être réglée par le législateur sur la base de critères objectifs qui seraient mis en œuvre dans le cadre de la mise en état avant même un débat au fond. Je pense que ce serait une façon, alors même que le débat d'idées est désormais autant dans l'espace judiciaire que dans l'agora, de faire rentrer la démocratie dans l'enceinte judiciaire et d'offrir par l'action de groupe un rôle actif d'acteur au peuple et non pas passif de proclamateur comme on le retrouve en tête des jugements. Voilà ce que j'avais à dire dans l'intérêt de la défense. Alors j'imagine qu'il y aura des questions à propos de ces propositions extrêmement novatrices, mais pour l'heure, je vais passer immédiatement la parole à Éric Audrieux pour qu'il nous parle de la publicité.